Mais heureusement Mais, qu'on n'a mais pas fait toute l'interview. Ah merde, pardon. c'est pas grave. Je disais donc que bonjour à tous et merci en tout cas, Benjamin, d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Pour rappeler un peu le cadre, le but, c'est de sensibiliser, voilà, d'aider un peu ceux qui sont là en train de douter, qui ne se sentent pas nécessairement à leur place, mais voilà, ils appréhendent un peu la sortie, de faire le pas. Voilà, donc on essaie de faire des interviews des personnes qui ont déjà pris le courage de faire le pas, peut-être de quitter du monde salarial pour le monde entrepreneurial, ou bien de faire une reconversion professionnelle, ou bien de s'engager dans un projet personnel qui les tenait à cœur. Ça peut être des écrivains, des entrepreneurs, des musiciens, des artistes. Ils sont de tous bords. Et ensuite, à travers leur histoire, de voir en fait quelles sont les expériences qu'ils en ont tirées pour que ça serve aux autres. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on t'a invité. Donc, déjà, merci. Et puis, je te laisse te présenter avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Merci, merci Aubin, merci pour cette invitation. Et puis, bonjour tout le monde pour l'audition, les auditeurs. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Benjamin Castello. Je suis installé en Indonésie depuis 15 ans, où pendant à peu près 10 ans, j'ai effectué une carrière corporate pour Carrefour d'abord, et puis après pour une boîte qui travaille dans la distribution de produits alimentaires. Et j'ai quitté cette carrière tout simplement parce que je voulais avoir un impact positif sur le monde à une époque qui me paraît cruciale. Et malheureusement, au sein de ma carrière, j'avais le pouvoir, l'argent, le statut social, mais je n'avais pas l'impression d'avoir un impact positif sur le monde. Ce qui m'a amené à me poser des questions assez profondes et d'y apporter des réponses qui m'ont fait quitter finalement ma carrière, donc en 2017. Ah, toi aussi, tu as quitté ta carrière en 2017. Voilà, c'était une année cruciale pour nous a priori. Hmm. C'est bizarre, c'est la même année où j'ai quitté la mienne. J'ai démissionné aussi. Ok, ça c'est pas mal. Est-ce que tu peux du coup, bon, pour ceux qui connaissent pas, moi c'est Aubin, 32 ans. Pareil, j'ai quitté l'entreprise voilà, j'ai commencé mon aventure en 2017, fin 2017 exactement. Mais sinon, je suis de formation ingénieur de base, donc j'ai bossé pendant 5 ans exactement dans le milieu habituel, hein. Mission, à gauche. Et avant, je pensais en fait que mon bonheur se trouverait à l'étranger, que c'est en allant faire une mission à l'international. Donc, j'étais dans cette optique de changer d'entreprise, croyant que je devais trouver l'entreprise qui était bonne pour moi. Mais après, je me suis rendu compte que c'est moi qui étais bizarre, en fait. C'était pas les autres. Et qu'en fait, c'était à moi de créer mon cadre parce que j'avais beau changer, mais 6 mois après, je me retrouvais pas. Il y avait beaucoup de choses que j'appréciais pas. Et que ce soit le manque de créativité, peut-être l'autorité mal jugée, l'injustice, plein de choses auxquelles j'étais sensible. J'avais pas forcément les mots comme aujourd'hui, mais je le sentais et ça, voilà, même dans les conversations, je sentais bien cette différence. Donc, ben, j'ai fait le pas en sortant. J'avais pas forcément cette idée de sortir pour me lancer dans un projet aussi costaud que celui-ci. C'est juste que la vie de fil en aiguille m'a orienté sur quel était réellement mon rôle. Et petit à petit, ben, j'ai aussi ma part d'expérience. Beaucoup de personnes ont rejoint le projet et bon, aujourd'hui, on en est là, quoi. Donc, on aide vraiment les gens à s'auto-réaliser. On adresse beaucoup les problèmes de procrastination. On part du principe que l'homme est multidimensionnel et que ben, pour l'aider, il faut lui apporter différents outils de différentes disciplines. Par moment, c'est des outils d'ordre psychologique. Par moment, c'est des outils d'ordre entrepreneurial. Par moment, c'est des outils d'autres disciplines qu'on n'imagine même pas. Mais une chose est sûre, c'est que généralement, les problèmes sont en profondeur. Et malheureusement, on a tendance à négliger la profondeur. Donc, voilà. Tout à fait, tout à fait. Ok, on va pouvoir commencer. Première question. Tu dis que tu as dit tout à l'heure que tu étais dans une carrière corporate, que tu avais du pouvoir, tout ça. Quel était ton déclic en fait? Quel était ton déclic? Est-ce que tu as juste pris conscience du jour au lendemain? Ça a C'était été quoi l'avant-après? il y a eu une prise de conscience progressive. Moi, mon déclic, c'était plus la prise de conscience que les fonctionnements des multinationales ou le fonctionnement de l'économie mondiale aujourd'hui n'est pas durable. Et en participant à améliorer, entre guillemets, les profits d'une multinationale, je faisais partie d'un problème qui était plus gros que moi et qui, selon mon ressenti,
à l'époque, nous amenait vers, entre guillemets, potentiellement une situation assez catastrophique sur la surface de la planète. Et donc, ça n'a pas été un déclic rapide parce que j'avais beaucoup de mécanismes de déni pour ne pas faire face à cette réalité, pour m'en couper, tout simplement parce qu'elle me déstabilisait. De se sentir à faire partie d'une machine infernale qui va se détruire et ne pas savoir quoi faire d'autre, c'était extrêmement déstabilisant. Et donc le déclic a été progressif. Et il s'est passé finalement, le pas de quitter a été franchi à un moment où dans ma carrière, il y a eu un petit moment de pause, de flottement, c'est-à-dire où entre deux promotions, je me suis retrouvé à m'ennuyer. Et donc, du coup, à vraiment remettre en question mon positionnement professionnel, mon positionnement personnel aussi, et tout simplement mon rôle sur cette planète. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Est-ce que je suis venu pour aider une multinationale à augmenter ses profits? Et la réponse pour moi était non. Donc, j'ai quitté, ça a été on appelle ça un leap of faith en anglais, un saut dans le vide. Je ne savais pas à quoi j'allais me raccrocher. Ce que je voulais, c'était trouver un sens à mon existence et avoir un impact positif sur le monde. C'était vraiment ça l'idée. Si possible, pouvoir apporter des solutions aux problèmes, aux grands défis que sont ceux de l'humanité aujourd'hui. Et donc, j'ai fait ce saut dans le vide et la suite, ça a été la création de l'organisation pour laquelle je travaille aujourd'hui. Ça, c'est bien ça. Le mot saut dans le vide, ça me parle beaucoup. C'est vraiment, c'est tout le contraire de ce à quoi on pense quand on dit, voilà, tu vas te lancer dans une aventure. Du coup, il faut avoir la ceinture de sécurité, le parachute. Si tu n'as pas tout ça, tu ne te lances pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'un... Ouais. Oui, vas-y. C'est un moment, il y a une citation que j'aime beaucoup, excuse-moi, parce que je rebondis dessus. Il y a une citation, je ne sais plus qui le dit, c'est un coach, mais qui dit en fait, si on attend d'avoir 100% des réponses avant de se lancer, on ne se lance jamais. Et en fait, on peut partir avec seulement 5% des réponses et faire confiance que les 95% restants vont venir au cours de la journée. À partir du moment où on va se mettre en mouvement, on va avoir des réponses. Et ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai pu expérimenter personnellement. Je confirme. J'étais pas vraiment dans le 100% dans le saut total dans le vide, mais en fait, je m'en rapprochais plus parce que tout simplement, moi, je pense que c'est une question de douleur. C'est-à-dire que tout dépend de la douleur que tu as dans l'environnement où tu te trouves, parce que c'est ça qui génère l'impulsion de son. Si cette douleur est grande, à un moment donné, tu te dis, je ne sais pas où je vais, mais je sais que c'est toujours mieux qu'ici. Parce que chaque jour que je passe ici, ça me détruit de l'intérieur. Ça fait des années que je suis ici et chaque jour, j'ai déjà passé des années à repousser. Donc, quand ta douleur est grande, tu arrives à ce raisonnement et c'est normal. Quand ta douleur n'est pas grande, tu dis, ouais, tu rationalises, tu rationalises. Donc, j'aime bien dire que c'est vraiment au cas par cas. Quelle était ta douleur? Mais moi, par exemple, j'ai démissionné. Ce n'est pas quelque chose qu'on conseille aujourd'hui. On dirait aux gens, il faut prendre une rupture conventionnelle. Faut. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé d'en avoir, mais j'avais tellement mal que j'étais prêt à aller jusque-là pour changer. Pareillement. Et moi, la douleur, c'était vraiment de voir l'humanité courir, entre guillemets, presque à sa perte, et de faire partie de cette course effrénée vers qui maintient des fonctionnements non durables, en fait. Moi, c'était ça, vraiment, ça me prenait au trip. En fait, j'aurais aimé ne pas voir ça, quelque part. J'aurais aimé ne pas le ressentir. J'aurais aimé juste pouvoir profiter de ma carrière corporate parce que c'était plutôt sympathique au niveau d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel. Mais malheureusement, il y avait un appel plus profond de la conscience qui m'a obligé tout simplement, qui m'a sorti de cette zone de confort pour aller chercher ailleurs. Donc, si je comprends bien, c'est ça qui t'a mené sur la création de l'organisation New World Together. Oui. Maintenant, j'ai deux questions. Tu as beaucoup parlé de non durable, de comportement non durable, de monde non durable. Premièrement, qu'est-ce que tu entends par non-durabilité? Et deuxièmement, est-ce que tu as un exemple concret pour que ceux qui écoutent puissent savoir à quoi tu fais référence concrètement? Bien sûr. Donc, la durabilité a plusieurs aspects. Elle a un aspect qui est très connu, qui est l'aspect écologique. Donc, moi, par exemple, j'ai tendance à voir l'aspect écologique de manière globale. Donc, je pense en termes d'empreinte écologique de l'humanité et de capacité de la biosphère de la planète.
J'aime bien la démonstration d'Arthur Keller, je trouve qu'elle est très simple à entendre. C'est-à-dire que notre planète fournit un certain nombre de ressources de manière durable et l'humanité en extrait un certain nombre. Quand l'humanité extrait plus de ressources que ce que la planète peut fournir de manière durable, on est sur un fonctionnement donc non durable. De la même manière, les écosystèmes de la planète peuvent absorber la pollution et l'humanité en rejette à travers ses activités. Quand l'humanité rejette plus de pollution que ce que la planète est capable d'absorber, on est sur un fonctionnement non durable. Et puis finalement, nos activités endommagent les écosystèmes de la planète, que la planète est capable de réparer. Mais quand on les endommage plus rapidement que ce que la planète peut réparer, on est sur un fonctionnement non durable. Or, aujourd'hui, selon les rapports scientifiques, on dépasse toutes les limites planétaires. Et donc, on a des symptômes dont on parle souvent. Le premier qui est très médiatisé, c'est le réchauffement climatique. On a aussi la perte de biodiversité, la surexploitation et la destruction des écosystèmes, la pollution de l'eau, de la mer, de l'air. Et donc, tout ça font partie, entre guillemets, sont des symptômes de non-durabilité. Après, on a aussi une non-durabilité qui peut être sociale. Quand on a, par exemple, un accroissement permanent des inégalités, on tire sur un élastique qui, à terme, va finir par se rompre, parce que la société ne peut que absorber un certain niveau d'inégalité. On a la même chose avec les dettes financières, les tensions géopolitiques, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une situation de non-durabilité qui est multifactorielle, mais que si on regarde au niveau de la source, qui pour moi, c'est là assez intéressant, parce que c'est là où on a fait des leviers, en fait, qui prend sa source dans des fonctionnements humains. Et là, pour te résumer très rapidement, le fruit de nos recherches, c'est tout simplement des fonctionnements humains ancestraux qui étaient adaptés à l'ère de nos ancêtres, où en fait ils faisaient partie de l'environnement naturel et qui n'est pas du tout adapté à la nouvelle ère qu'on appelle l'Anthropocène, qui voit l'humanité dominer et transformer la surface de la planète. Et donc, pour s'adapter à cette nouvelle ère qui nous place entre guillemets en steward de la planète, on est obligé de changer de fonctionnement et de le faire en conscience. Parce que si on le fait inconsciemment, ça risque de ne pas être terrible. Ok. Bon, j'ai retenu que globalement, il y a deux aspects quand tu parles de non-durabilité. Première chose, la planète produit des ressources à un certain rythme. Si l'homme en extrait trop vite par rapport à ce que la planète a fait, ça fait un premier problème. Deuxième truc, la planète se dépollue d'elle-même à un certain rythme. Si l'homme évacue trop de déchets par rapport à ce qu'elle est capable d'évacuer, ça fait un deuxième problème. Donc, ces deux soucis-là constituent fondamentalement ce que tu appelles la non-durabilité. Et vos travaux ont montré en fait que tout ça se résume à des comportements humains qui sont plus adaptés parce que voilà. Ok, donc maintenant, quel exemple de comportement humain tu pourrais me citer? Bien sûr. Alors, je vais t'en citer un qui répond très bien à ces problématiques. Il faut savoir que nos ancêtres ont vécu en manque de ressources et donc ils ont pris l'habitude d'extraire et d'accumuler un maximum et de se dire que le plus ils pouvaient extraire et accumuler, le mieux c'était. Et en fait, on n'a pas encore vécu une époque où on était dans la surextraction et la surconsommation des ressources. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on est. En fait, on a tellement pris l'habitude de définir le progrès comme l'augmentation de notre capacité à extraire et à produire qu'on s'est un petit peu perdu et qu'on a oublié qu'on avait des limites planétaires et qu'elles devaient être respectées. Et elles impliquent un autre type de fonctionnement parce que non seulement on extrait et on accumule, mais on est en compétition, entre guillemets, d'autres sociétés, mais les acteurs économiques en compétition les uns avec les autres pour l'accumulation de capital, pour la croissance. Et là, pour le coup, avec un fonctionnement tel, on est complètement incapable, très logiquement, d'intégrer les limites planétaires. Et on arrive à les dépasser, comme c'est le cas depuis environ une cinquantaine d'années. Et donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de l'environnement avec le réchauffement climatique, mais il faut bien comprendre ici que le réchauffement climatique est un symptôme du problème et non pas le problème. Et donc, il faut vraiment qu'on aille voir sur ces fonctionnements qui sont liés vraiment à des peurs ancestrales, la peur du manque. Nos ancêtres, ils n'avaient pas cette capacité d'extraction, ils n'avaient pas l'abondance qu'on a aujourd'hui, donc ils ont défini des systèmes de développement, mais qui ont aujourd'hui besoin d'évoluer parce qu'ils ne sont plus du tout adaptés à l'ère de la grande accélération, c'est-à-dire à l'ère du progrès technologique exponentiel. Ok, donc en gros, à cause de la peur du manque, voilà, on a développé des habitudes qui sont toujours ancrées.
qui étaient peut-être valables avant, mais ne le sont plus maintenant. Et du coup, on est dans une sur-extraction, une surproduction et en plus une surcompétition. Bon. Et ce qu'il aurait fallu faire plutôt, c'est d'être dans un équilibre. Un équilibre entre ce qu'on extrait par rapport à ce que la planète produit, un équilibre par rapport de ce qu'on extrait par rapport à ce dont on a besoin réellement. C'est ça. OK. Maintenant, quand toi, tu m'expliques ça, moi, j'ai envie de dire, oui, il y a des disparités sur la planète. Parce que quand tu raisonnes global. Comment Bien est-ce que sûr. tu fais? Je sais qu'il y a des pays qui sont aux États-Unis, en termes de, voilà. Comment est-ce que vous prenez en compte, en tout cas chez nous, tous ces aspects de disparité qui fait qu'au final, les produits, il y a des pays qui sont encore en manque, Bien il y a sûr. des gens qui sont encore pauvres, et tout comme il y a des pays qui sont riches, mais qui ne se sentent pas riches pour autant, qui veulent encore en extraire plus et qui polluent peut-être plus. Donc, en fait, même si généralement, on va dire que globalement, la Terre est dans le désordre, il y a une répartition équitable. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Alors déjà, premièrement, la première idée, c'est de faire ce constat de manière collective, que nous sommes en dépassement des limites planétaires. Ensuite, bien sûr, il est question de voir comment nous pouvons extraire les ressources de manière durable et les répartir de manière équitable, de manière à ce que, en fait, tout le monde ait au moins accès à ses besoins primaires. En fait, pour dépasser la peur du manque, il faut que plus personne ne soit dans le manque, plus personne ne soit en train de se dire, si moi je ne rentre pas dans cette compétition, je ne vais pas pouvoir nourrir mes enfants, je ne vais pas pouvoir les envoyer à l'école. Donc on a vraiment besoin d'un changement de priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité n'est plus d'augmenter le PIB, comme c'était le cas aujourd'hui, mais c'est d'intégrer les limites de la planète et d'extraire et de répartir les ressources de manière durable et satisfaisante pour l'ensemble de l'humanité. Alors, je parle là pas d'un changement qui est simple, j'en ai bien conscience, on parle d'un changement profond. Et la première étape de ce changement profond, c'est de se mettre d'accord sur le constat que nous sommes en dépassement des limites planétaires et qu'on a besoin d'un changement de fonctionnement. À partir de là, on peut commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut réorganiser l'économie sur des fondations qui sont plus saines et plus adaptées aux défis de notre époque. Je peux rajouter autre chose aussi. Il faut savoir que l'économie mondiale aujourd'hui, elle est établie sur deux principes qui sont considérés comme des vérités. D'un côté, on a les besoins et les désirs illimités, et de l'autre, on a les ressources limitées. Et donc, l'économie mondiale est basée sur le principe que de toute manière, le manque est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, et qu'il est donc nécessaire, à partir de ces ressources limitées, de produire toujours plus afin d'essayer de répondre à ces désirs illimités. Nous, on remet en question ce principe-là. On parle du principe que la notion de désir illimité, elle est basée sur une méconnaissance de soi. Quand on ne se connaît pas, on n'est jamais satisfait, il nous en faut toujours plus. Plus on se connaît, plus on a connaissance de ses désirs réels, plus on est simplement, moins on a besoin pour être satisfait. Donc déjà, on a besoin de prendre conscience que les fondements de notre économie mondiale sont faux et justifient en fait des comportements d'accumulation, de cupidité qui sont aujourd'hui complètement inadaptés à notre ère et dangereux pour l'avenir de l'humanité parce qu'ils créent des inégalités sociales d'un côté, comme on le voit aujourd'hui, avec une très petite partie de la population mondiale, on parle environ des 1% les plus riches, qui cumulent presque 50% des richesses, et une majorité la plus pauvre qui n'en touche qu'un petit pourcentage. Donc on a des inégalités sociales très importantes d'un côté et la surconsommation des ressources de l'autre. Donc on ne peut pas continuer sur cette manière-là. Il faut qu'on fasse le constat. Et après, il ne s'agit pas de mettre en place un système autoritaire qui va imposer par la force une répartition des ressources, mais de se discuter ensemble sur la base de ce constat pour pouvoir transformer le système de manière à ce qu'il soit adapté aux besoins de notre époque. OK. Bon, déjà, si je récapitule, le but, c'est de raisonner global, de s'entendre déjà sur certaines fondations, comme quoi il y a un problème, déjà de partir de là, et de manière collective, de s'arranger à ce que, justement, chacun soit au-dessus des besoins primaires. Oui. OK. Étant donné la nature de l'homme qui est plus tourné vers l'ego, naturellement, étant donné les États qui essaient de défendre les populations d'abord, étant donné le fait que c'est ceux qui ont, entre guillemets, le pouvoir, les moyens de leur politique, entre guillemets, l'argent, qui s'en sortent le mieux dans le sens où justement ils arrivent à faire ce qu'ils veulent pour les populations, comment est-ce que
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Vous comptez, même s'il y a différents acteurs qui sont d'accord sur le problème, comme c'est le cas du réchauffement climatique, faire en sorte que ça rentre en application. Parce que c'est Bien une sûr. chose de dire on est OK sur le problème, c'est une autre chose de dire on met les moyens concrets pour entre guillemets, suivre le plan. Alors, bon, plusieurs éléments de réponse, hein. Déjà, je voudrais juste remettre quelque chose en question. C'est que l'idée que la nature humaine est fondamentalement plus tournée vers l'ego. En fait, pour moi, ça dépend du niveau de conscience. Donc, plus on est inconscient, plus on est tourné vers la survie primaire et donc vers l'ego. Donc là, effectivement, il est clair qu'on part sur des bases où l'être humain est encore aux prises avec son ego et dans des fonctionnements primaires très inconscients. Alors déjà, encore une fois, ça doit faire partie du constat qu'on fait. On ne peut pas juste constater le problème sans constater les causes. Donc, à partir de cette constatation-là, bien sûr, il est question de savoir comment est-ce qu'on peut, en conscience, remettre l'ego à sa place, parce qu'encore une fois, il est dans l'intérêt de personne aujourd'hui de croire que l'on peut continuer dans cette direction. Je veux dire, même ceux qui aujourd'hui profitent du status quo tel qu'il est ne font pas un bon pari en essayant de le préserver. Tout simplement parce que si vraiment on pousse ce système non durable dans les limites et qu'il arrive en rupture, on va tous en payer un prix fort. Et peut-être surtout ceux qui sont au sommet de la pyramide, parce qu'ils vont tomber de plus haut. Donc là, encore une fois, faisons tous ces constats de manière très ouverte, sans chercher à trouver des coupables, sans chercher à juger et à punir, mais en cherchant à mettre du sens, de la lucidité sur la situation, et après, à partir de ces constats, sur des solutions pour pouvoir justement sortir de ces fonctionnements de l'ego. Alors bien sûr, pour sortir des fonctionnements de l'ego, il faut travailler sur nos peurs, parce que l'ego et les peurs vont très bien ensemble. Il faut travailler sur nos croyances. Et il faut travailler sur ces blessures on appelle ça les blessures de l'âme, mais on dire nos blessures profondes, que notre ego refoule si bien à travers ces belles petites croyances, parce que, en fait, sans faire ce travail sur notre intériorité, bien sûr, il y a très peu de changements qui pourront mettre en place. Les solutions qui sont réalistes sont des solutions qui vont être créées à partir d'un niveau de conscience collectif qui est plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Si aujourd'hui on n'est pas capable d'amener des solutions, c'est parce que notre niveau de conscience collectif est trop bas. Et comment est-ce qu'on fait augmenter le niveau de conscience collectif? À travers sa propre conscience à soi. C'est à chacun de nous d'éveiller nos propres consciences pour pouvoir après rayonner et aider les autres à s'éveiller. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, je n'ai pas de solution miracle. Il va falloir qu'on travaille sur nous et qu'on fasse les constats qui s'imposent. OK. Donc, en fait, fondamentalement, on revient toujours à l'humain. Pour simplifier, le niveau de conscience, il est lié à notre détachement par rapport à l'instinct de survie, voilà, la peur du manque. Plus on est attaché, on s'identifie à l'ego, plus on s'identifie à ses peurs. Et du coup, plus on a des comportements qui ne sont plus adaptés. Et du coup, vous vous proposez en fait de dire que la prise de conscience, elle se passe déjà à chacun de nous et que chacun de nous doit faire le travail d'aller regarder dans le rétroviseur pour voir c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses freins, même si c'est difficile. Et du coup, pour s'élever au-delà de ces peurs qui conditionnent les mauvais comportements. Bon. C'est ça. Euh, OK. Ça, c'est ce que toi, tu as. Ça, c'est quelque chose qui t'est arrivé après ta prise de conscience. J'ai donc deux Oui. questions. La première, c'est quelles sont les actions que New World Together fait donc, même concrètement? C'est quoi? C'est des actions d'éducation, c'est des actions de sensibilisation. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, pour se lancer déjà dans cette quête de soi intérieur, il faut déjà avoir pris conscience. Donc, ça pose deux difficultés. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas encore pris conscience ne peuvent même pas faire ce raisonnement que tu viens de faire là. Donc, ils ne vont pas trouver quel est l'intérêt d'aller chercher à l'intérieur de soi. Voilà. C'est quoi, justement, par rapport aux deux questions? Alors, je pense que la prise de conscience, elle peut arriver de plein de manières différentes. Donc, moi, je peux parler du chemin qui m'y a amené. Je sais qu'il en existe plein d'autres. Donc, mais je pense que déjà, la prise de conscience, elle part d'une remise en question profonde. Donc, si vous êtes dans une zone de confort, que tout va bien, que vous n'avez aucune envie de changer, il y a peu de chances que vous ayez une conscience qui va s'évoluer. En fait, la conscience, elle va s'éveiller quand on est mis au défi, quand on est obligé de sortir de notre zone de confort pour apprendre des choses qu'on ne connaissait pas avant.
Bon, maintenant, ceci dit, quand on prend situation de la situation, enfin, quand on prend conscience de la situation planétaire dans laquelle nous nous trouvons, on est naturellement sorti de cette zone de confort. Peu importe où l'on se trouve. Si vraiment on en prend conscience, hein, si on sort de ce déni, qu'on se rend compte de ce qui se passe sur notre planète, on n'est pas censé rester confortablement sur son canapé en se disant tout va bien se passer. Non, on a besoin de se mettre en mouvement pour le changement. Et on sait qu'aujourd'hui, nos élites sont dans le déni ou nous proposent des solutions technologiques pour résoudre un problème qui est humain, ce qui est de très mauvais augure. Si vous connaissez un petit peu comment ça marche, parce que ça veut dire concrètement qu'on se dirige vers un autoritarisme avec de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, il vaut mieux. Donc là, on est, entre guillemets, sorti de notre zone de confort. Là, après, l'essentiel, c'est de s'informer et de prendre conscience entre le lien qui existe entre notre réalité intérieure et notre réalité extérieure. En l'occurrence, si à l'extérieur, c'est un peu le chaos et ce n'est pas durable, c'est parce que c'est la même chose à l'intérieur. Le reflet de l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. À partir de là, on peut commencer vraiment à s'informer sur notre extériorité et sur notre intériorité. Et à partir du moment où on est bien informé, on peut commencer à avoir des réponses sur la façon dont on veut se mettre en mouvement, sachant que chacun va amener des solutions qui sont différentes en fonction de ses goûts, de ses talents, de ses capacités. Okay. Et donc là, je n'ai pas de réponse toute faite qui est bonne pour tout le monde, puisque c'est vraiment à chacun d'aller chercher en lui ce qu'il a envie d'amener au monde. Sachant que l'idée, finalement, c'est que chacun amène ce qu'il a envie d'amener. C'est-à-dire que si on n'amène pas quelque chose de positif au monde, et quand je dis quelque chose de positif, c'est vraiment positif, parce que je pouvais me dire à l'époque dans ma carrière corporate que j'amenais quelque chose de positif. Mais en fait, le bilan n'était pas bon, parce que j'augmentais peut-être les profits de ma multinationale, mais ma multinationale avait un impact assez destructeur sur le monde, même s'il était loin d'être vraiment une des pires. Donc, il faut vraiment être, voilà, qu'est-ce qu'on amène au monde aujourd'hui? Si on fait un bullshit job, où on est juste là pour augmenter les profits d'une boîte qui a un bilan écologique et social négatif, eh ben, peut-être qu'en fait, on n'est pas à sa place. Peut-être qu'en fait, on a quelque chose de mieux à amener au monde, qu'on a un autre rôle. On n'a pas été mis au monde pour ça, on a été mis au monde pour autre chose. Et ça, il faut le trouver et se mettre en mouvement. Alors, bien sûr, on peut peut-être en parler plus tard, c'est relever des défis. Oui, c'est relever des défis, on en parlera juste après d'ailleurs. Juste un point justement, c'est qu'au final, tu as bien relevé. Si je travaille pour une entreprise et que cette entreprise me paye, même si cette entreprise fait entre guillemets, des dégâts à l'échelle mondiale, moi, ça ne me concerne pas. Tant que je peux nourrir ma famille, tant que je peux aller en vacances, tant que je peux aller au resto et au bar, pourquoi est-ce que je dois me soucier de cette entreprise, du monde, alors que ce monde, forcément, ne se soucie même pas de moi? Donc, c'est pour dire que à moins d'avoir déjà des prédispositions, une certaine prise de conscience, à moins de ressentir déjà un inconfort naturellement, c'est très difficile de se mettre en mouvement, même pour participer à quoi que ce soit. Ça, c'est de un. De deux, j'ai envie de dire aussi, il y a des solutions de facilité. Oui, je suis dans une multinationale qui fait de la merde. Bon, je vais aller m'inscrire dans une association de ceci, donner un certain montant de cela pour avoir la conscience tranquille. Donc, c'est vraiment très, très relatif, c'est ça que je voulais dire. Et je pense que le travail de sensibilisation que vous faites, c'est plutôt ça qui a un grand impact, en tout cas dans le sens justement, par définition, sensibiliser veut dire aller vers les gens qui ne sont pas sensibles. Donc, c'est tous ces gens qui ont déjà pris conscience d'aller et d'éduquer comme c'était à l'école. Et là, les gens, voilà, la connaissance réveille des boutons. On se rend compte qu'effectivement, il y a des problèmes qu'on ne voulait pas forcément voir et tout. OK. OK, j'ai bien saisi. Maintenant, on va peut-être passer dans la deuxième partie qui va être plus axée sur quelles étaient un peu les difficultés de ton parcours, parce que j'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain comme sur des roulettes. C'était quoi les challenges que tu as rencontrés en fait et comment tu les as appréhendés, voilà. Alors, je vais te les faire par étapes, hein. Le premier challenge pour moi, ça a été de pouvoir sortir du déni et mettre des mots sur mon ressenti. Parce que, comme on l'a très bien expliqué, la première étape, c'est que j'étais vraiment bien dans une zone de confort. J'avais tout ce que la société considère le succès. Donc ça a été une étape longue parce que et il y avait un conflit intérieur
entre ma part consciente qui me disait réveille-toi là-haut, tu es en train d'alimenter un train qui va dans le mur, et puis notre part qui disait oh, c'est pas ton problème, profite de la vie, sois positif. Donc ça a été une étape assez longue. Ensuite, quand j'en suis sorti, malheureusement, moi, j'ai pas eu accès à toutes les connaissances que je partage aujourd'hui. Donc, je suis passé par une phase de confusion, une phase de perte de sens, une phase de dépression qui m'a personnellement amené à traverser la folie. Donc là, on parle sur du gros challenge quand même, parce que je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique avec des psychiatres qui me disaient vous êtes malade, vous devez prendre des médicaments, et moi qui me disais non, non, là je suis en train d'éveiller mes consciences et ils comprennent pas le truc, mais je vais y arriver. Donc ça a été un énorme challenge. Ça m'a demandé vraiment d'avoir, entre guillemets, une foi un peu folle, hein, de dire non, les psychiatres se trompent, je vais traverser la folie. Donc ça a été un énorme challenge. Après, quand j'ai traversé la folie, j'ai fait face au rejet. Parce que je ne pouvais pas mettre des mots encore clairs sur mon ressenti. C'est-à-dire que là, la façon dont je parle, c'est le résultat de milliers et des milliers d'heures de travail sur moi, sur mes peurs, sur mes croyances, pour pouvoir mettre de la clarté là où à la base, il y avait de la confusion. Donc, j'ai commencé avec du rejet. Donc là, je me suis fait attaquer de tous les sens parce que moi, je voulais changer le monde, puis je voulais un peu forcer les gens. Il faut se mettre ensemble, il faut les gens disaient, oh, Ben. Donc moi, j'essayais de sensibiliser de manière agressive et je me faisais attaquer dans tous les sens. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi en fait de toutes ces attaques, de tous ces rejets comme des leçons. Je dis à chaque fois, pourquoi la personne ne peut pas m'entendre? Pourquoi est-ce qu'elle me rejette? Pourquoi est-ce qu'elle m'attaque? Donc en fait, ces gens qui me rejetaient, qui m'attaquaient, ils me rendaient service parce qu'ils montraient mes points faibles. Ils pouvaient attaquer que mes points faibles. Donc du coup, j'ai appris et aujourd'hui, je suis dans une autre phase. Aujourd'hui, mon challenge, c'est donc le rejet, la folie, c'est bon, c'est passé, le rejet, c'est passé. Aujourd'hui, c'est plus avoir la reconnaissance, qui va me permettre d'être tout simplement de voir mon travail reconnu et les connaissances qu'on amène aussi, qu'elles soient partagées plus facilement, parce qu'on traite quand même le sujet en profondeur et ça remet les choses en question. Donc, du coup, il y a beaucoup de résistance, même si je ne suis pas rejeté. Il y a des gens qui ont quand même encore du mal à accepter ce qu'on veut partager. Et puis, de l'autre, c'est de pouvoir monétiser ce projet. Donc là, je m'aperçois que j'ai un choix, avec la connaissance que j'ai acquis au cours de mon parcours, j'ai un choix assez vaste. Mais aujourd'hui, le projet n'est pas monétisé. Donc, malheureusement, je n'ai pas de success story à vous raconter parce que je suis encore en train de travailler sur la façon dont je vais pouvoir vivre de ces acquis, de ces connaissances. Par contre, je m'aperçois qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai plusieurs livres à écrire. Je peux faire des cours pour université, pour école, des formations pour entreprises, où j'ai vraiment tout un tas de produits, de services que je peux offrir à travers les connaissances que j'ai acquises à travers mon parcours. Donc là, pour moi, c'est une question de temps avant que tout ça soit monétisé, puis aussi le temps que je publie mes livres, etc. Donc voilà, là, c'est les défis du jour, mais je peux te dire que voilà, avoir un défi sur la monétisation, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'avoir un défi sur la folie. Donc on va dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus c'est moins effrayant qu'avant. Parce que quand même, à un moment, quand je traversais la folie, c'était soit j'y arrive, soit je finis vraiment complètement perché. Donc voilà. Alors après, ce qui m'a permis de traverser tout ça, c'est la foi, c'est le dévouement pour la foi en quoi? La foi en moi et en ce que je veux faire, la foi en ma capacité d'apprendre, aussi la capacité de ce que j'ai aussi vu, c'est qu'à chaque fois, même si je faisais des crises, à chaque fois, j'apprenais des nouvelles choses, j'avais des nouvelles réalisations. Donc, je me disais, je suis en train d'évoluer, là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à moi, donc je continuais. Donc, la foi, la détermination, le courage, et puis l'envie, cette espèce de passion, quoi. Je pense que quand on a trouvé vraiment ce pourquoi on vibre, on l'a naturellement. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis de rester en mouvement et de surmonter toutes les épreuves. Et aujourd'hui, d'être face à une épreuve qui me paraît, qui est bien sûr qui me met au défi, mais qui ne me paraît pas plus insurmontable que les autres et qui est surtout beaucoup moins dangereuse. C'est beaucoup plus confortable aujourd'hui que ça l'était il y a 4 ans, par exemple. Clairement, ça, c'est très différent ce parcours. Le simple fait de mettre même les mots, d'oser le dire, d'avoir cette vulnérabilité, en tout cas pour moi, c'est jamais un signe de très grande maturité. Peu de personnes seraient capables de le dire. C'était ouais, chercher à nuancer, à ne pas forcément mentionner tous les détails psychologiques. Pourtant, c'est là-dedans que se passe le dur, c'est là que tout se passe.
Quand je posais la question en amont de l'école déclic, pareil, mon déclic, il n'a pas été en mode, ouais, ok, j'ai constaté un problème et puis je me bats. Non, c'est toujours, j'ai constaté un problème, j'ai traîné. Et puis, il y a les conflits. Je me rends bien compte que c'est différent. Je sais pas, peut-être, je sais même pas quelle est la différence, mais c'est que ça, quelque chose me dit tous les jours que tu n'es pas à ta place. Et puis, voilà, rupture amoureuse qui déclenche plein de choses. C'est-à-dire, au final, que la rupture n'est pas le déclic. La rupture est juste l'allumette qui a enflammé la mèche, qui, elle, va aller jouer sur une des blessures d'injustice que tu as, qui finalement, qui date des années. Et hop, tu te retrouves propulsé avec une énergie qui te fait bosser dans une direction qui n'a rien à voir, je dis rien à voir avec ta formation, rien à voir avec ce vers quoi on t'oriente d'habitude. Et tu es parti pour des années, pas pour des mois, pour des années. Et Je tu dirais pour vois la même, vie. oui, et oui, le pire, c'est que quand tu commences, tu ne sais même pas que tu ne connais pas tout, donc tu ne sais même pas que tu t'embarques pour la vie. Ouais, Tu es naïf, tu penses que tu es sur un projet qui va. Voilà, c'est avec les difficultés que tu acquiers un peu de recul, comme tu disais, c'est ce qui t'intéresse. Bon, moi, j'ai eu la chance, ça s'est passé, bon, ce petit, c'est une chance. Ça s'est passé loin des gens que je connaissais, isolés, mais je sais très bien de quoi il s'agit, à peu près en tout cas. Et c'était plus toujours dans ce sens de lié aux connaissances, d'acquérir plus de connaissances. Mais sur la problématique dont je parlais, la procrastination, tu parles d'une problématique et finalement, elle te connecte aux profondeurs de l'homme. C'est-à-dire, quand tu parles procrastination, tout de suite, tu parles psychologie, après, tu parles de plein de domaines et finalement, on en revient à la conscience, à l'inconscient. Et bien sûr, chacun utilise ses talents pour y arriver. Donc, il y a beaucoup de choses que tu dis qui résonnent en moi. En tout cas, j'arrive à imaginer de quoi il peut s'agir. Mais j'apprécie beaucoup vraiment la vulnérabilité que tu as là. Ça a beaucoup aidé ceux qui écoutent. Je pense que c'est un bon extrait. J'avais une question. Tu as parlé de rejet. Quand tu as dit les rejets, c'est les rejets de qui? Les rejets de tes parents, les rejets de ton emploi, les rejets de ta copine, les rejets des gens à qui tu t'adressais pour dire qu'il faut changer le monde. Alors, il y a eu plusieurs étapes, hein. Au début de mon éveil, ça a été le rejet de tout mon entourage. Bon, c'est-à-dire que c'est un rejet qui a été au point où on me met en hôpital psychiatrique, donc c'est quand même un rejet qui est violent, parce qu'en même temps, j'ai une façon j'ai un éveil qui est violent personnellement, ce qu'on appelle une crise d'émergence spirituelle. Après, ça a été le rejet des gens autour de moi, tout simplement, parce que j'étais très dogmatique, j'étais presque un peu fanatique dans mon approche. Je voulais que les gens écoutent tout de suite, qu'ils prennent en compte tout de suite. Il fallait que je les réveille, et puis donc ça a été là. Et puis petit à petit, j'ai appris à me poser, à prendre ils m'ont appris la patience, ils m'ont appris la remise en question, ils m'ont appris à mieux formuler mes idées et ma vision, à la rendre plus cohérente, plus acceptable, parce qu'au début, je faisais des raccourcis, c'était des choses très intuitives à la base. Donc il a fallu que l'intuition se transforme en véritable connaissance qui puisse être démontrée par un raisonnement logique et construit. Donc voilà, tout ça, ça a été une, euh, une période qui a duré, qui s'est étalée sur des années en fait. Mais sur la base, on parle d'un rejet de tout le monde, hein, vraiment. Ouais, C'était, ouais, qui je m'a vois. vraiment obligé à travailler sur moi en profondeur. Ouais, là, tu n'as pas le choix parce que la solitude devient ta première, quoi, pas ta plus grande amie, mais en tout cas ta plus grande partenaire. Quand tu te sens rejeté de partout comme ça, ben, finalement, c'est qu'à l'intérieur que tu arrives à te ressourcer avec toi-même. C'est ça, c'est ça. Donc, C'est vraiment la foi en soi et en ce qu'on fait. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais prêt à tout perdre, quoi. C'était pas grave. C'était OK, si je deviens fou ou si je finis clochard, c'est pas grave, mais j'irai jusqu'au bout j'irai jusqu'au bout. Je veux aller oui, jusqu'au bout de ça. oui. En tout cas, même s'il faut que ça échoue, j'aime ça, même s'il faut que ça échoue, il faut que j'ai rien à regretter. Faut pas qu'il y ait un truc que je pouvais faire que j'ai pas fait. C'est ça, c'est ça. C'est Et exactement ça. finalement, et finalement, quand tu fais tout ce que tu pouvais faire, il y a une porte qui s'ouvre toujours. C'est ça, c'est ça. En fait, l'univers est très bien fait, hein. Quand on est vrai avec soi-même, les portes s'ouvrent. Ok. Ça, c'est très bien, très édifiant, très édifiant. Et ok, maintenant, à ceux qui nous regardent là en train de dire, ah, ce mec-là, il a vécu des choses et tout. Qu'est-ce que tu recommanderais? Voilà, quels sont les trois conseils que tu donnerais? Voilà, parce que tu as cité quand même beaucoup de choses, parce que tu commences, tu n'as pas forcément de la légitimité vis-à-vis même du problème dans lequel tu t'embarques, tu n'as pas les mots. Déjà, tu n'as pas les mots, tu n'auras même pas la légitimité.
Quand je commençais, j'étais un ingénieur, dans le niveau psychologique est zéro. Donc, je vois très bien ce que voilà. Comment est-ce que tu surmontes ces problèmes de légitimité-là? Comment est-ce que tu surmontes ces problèmes de crédibilité en plus? Parce que tu es sur encore voilà. Alors encore une fois, c'est par la conscience, la connaissance, l'empathie, la capacité à faire sens et la créativité. Donc là, vraiment, on est mis au défi sur tous ces points-là et il s'agit de les développer. Donc aujourd'hui, on a quand même de la chance, c'est-à-dire qu'on vit à l'ère de la connaissance. On vit dans une époque où l'ignorance est un choix. On a aujourd'hui des encyclopédies de connaissances à portée de clic. Donc on n'a plus qu'à savoir ce qu'on a vraiment envie d'apprendre et de développer et de se pencher dedans. Et puis après, bien sûr, mettre la connaissance en pratique. Il ne s'agit pas juste de faire de la théorie, il s'agit d'aller mouiller le maillot et donc d'aller se confronter au monde réel. Et là, à partir de là, en fait, on va avoir les défis qui vont nous apporter les expériences dont on a besoin pour réévoluer et continuer à rester en mouvement. Et petit à petit, on se déploie. Voilà, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats immédiats. C'est du temps, c'est de la persévérance. Donc, bien sûr, il faut aussi se mettre dans des conditions pour pas. Il ne s'agit pas de tout quitter, de se retrouver ruiné, etc. Il faut quand même être, entre guillemets, lucide sur nos limites, sur nos capacités et les prendre en compte. Mais continuer à se mettre en mouvement et à croire en soi et à ce qu'on veut amener au monde. Ça, c'est vraiment super important. Et d'ailleurs, je dirais même que la première croyance qu'on doit avoir, c'est la croyance en soi. Je vais simplement dire, s'il y a une chose dont je puis être dessus, dont je suis sûr, c'est que j'existe. En fait, je voudrais dire, toute la réalité autour de moi, ça peut être une illusion. Ça, j'en sais rien. A priori, bon, c'est quand même très réel, j'ai fait les tests. Mais je peux en parler, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la chose sur laquelle on doit avoir fondamentalement, la chose à laquelle on doit croire fondamentalement, c'est soi. Ça, c'est la base. La base. Croire en soi, et cette croyance en soi, elle doit nous donner la foi pour nous mettre en mouvement. Et se dire que oui, on va rencontrer des difficultés, mais c'est justement les difficultés qu'on a besoin de rencontrer pour apprendre et déployer notre conscience. En fait, on prend du sens, on gagne du sens en travaillant dans cette direction-là. Et en fait, finalement, les obstacles ne changent rien au fait que c'est ça qui me donne du sens. Et du coup, qu'on doit les traverser. Le mot sens, là, a vraiment tout son pesant d'or parce que on pourrait bien nous mettre dans une autre direction, mais si on ne trouve pas du sens, même si c'est plus facile, on ne le ferait pas. Donc, il y a vraiment une notion d'alignement. Oui, je suis prêt à surmonter ces obstacles, oui, mais parce que c'est dans cette direction-là qui me tient à cœur, qui est en alignement avec moi et tout. Ça, c'est bien. Donc, en tout cas, je retiens le fait qu'il faut avoir foi en soi, foi en ses capacités, foi en sa capacité de matérialiser certaines choses. Ok, en tout cas, on est arrivé à la fin. Je ne sais pas si tu as la question, mais moi, je suis j'en ressens très nourri. Il y a eu de belles paroles prononcées qui, je pense, provoqueront beaucoup de déclics. Et tu sais, c'est très différent encore parce que c'est pas tous les jours que tu as quelqu'un qui fait dans le domaine qui n'est pas forcément directement lié au gain de soi. Là, on parle d'un problème, tu abordes un problème macroscopique qui touche à l'ensemble, qui ne touche pas à l'individu, mais qui touche à l'ensemble, mais dont les causes sont dans chaque individu. Donc, a priori, quand tu écoutes ta problématique, les gens disent, ouais, dans quoi ce mec il allait se vautrer, ça sert à quoi son truc, en quoi un illuminé. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont regarder la vidéo, vont se dire ça, encore un illuminé qui veut changer le monde et tout. Il a quoi, quel problème? Moi, je préfère continuer à chercher de l'argent et tout. Moi, j'ai d'autres problèmes, je dois chercher comment manger et tout. Tu vois, c'est-à-dire même déjà dans la conception du problème, tu as déjà tout le monde qui est contre toi. Si tu viens en disant, ouais, j'ai un problème qui est comme ça m'a apporté tel chiffre d'affaires, ça fait ça, on dit, ah oui, il pense bien celui-là. Oui, oui. Ça fait partie des choses dont on parle. Effectivement, c'est bien cet individualisme où en fait, on ne se rend pas compte qu'on fait partie du tout et qu'en fait, on est tous interdépendants et interconnectés et qu'en fait, si on pense juste à moi, mais sans comprendre qu'on fait partie de ce tout et sans prendre en conscience l'impact qu'on a sur ce tout, effectivement, là, on est très aveugle et donc très dysfonctionnel. Et bien sûr, la crise dont on fait face, c'est aussi cette dysfonction. C'est ce fonctionnement très centré
sur notre succès, mais sans prendre en considération notre impact sur le monde. Donc ça fait partie des choses qu'on doit changer. Je comprends que ça mette des critiques, et voilà, mais pour moi, je pense qu'il est dans notre intérêt aujourd'hui de prendre conscience de cette interconnexion. Parce qu'encore une fois, il est dans l'intérêt de personne d'aller jusqu'à la rupture. La rupture, ce serait ou alors là, que ce soit une rupture et un effondrement ou un futur dystopique qui nous est imposé par des forces qui ont des agendas qui ne sont pas les nôtres. Je veux dire, ce pas des futurs qui sont très intéressants pour moi. Je pense qu'on a plus intérêt à se rendre compte qu'on a un rôle à jouer et à se prendre par la main les uns les autres pour s'aider, en fait, tout simplement à se mettre en mouvement pour impacter le monde à sa façon. Et encore une fois, je ne prétends pas changer le monde, je fais juste ma part. Okay, je fais juste ma part. Moi, c'est ma part, que chacun fasse sa part. Et moi, je ne suis pas responsable des choix des autres, mais je suis responsable des miens. Et aujourd'hui, je suis en harmonie, je me sens aligné avec mes choix. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ouais, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Je pense que le mot de la fin pour retenir, c'est on doit évoluer avec les autres. C'est ça. On doit apprendre à chercher, à évoluer avec les autres. L'individualisme vient du fait qu'on évolue pour soi, on veut évoluer seul, au détriment des autres. Dès l'instant où on évolue avec les autres, on est obligé de tenir compte de cette interconnexion dont tu parlais et de trouver l'équilibre. Donc, OK. Ben, merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. Merci. Et merci tout le monde aux auditeurs. Et j'espère que ça vous aidera à faire des choix conscients, des choix meilleurs pour vous et pour le monde. On espère aussi. En tout cas, on sera bien content d'être invité pour d'autres thématiques plus spécifiques d'ici peu. Ce sera avec grand plaisir. Au revoir. Ciao.